LCF. La Chine en français. Toujours sur LCF, en compagnie donc de Anne Garrigue, auteure d'Être femme en Asie. Alors, dans une de vos pages, Anne, je lis « Élever des filles pour les Indiens, c'est arroser le jardin d'un autre, et pour les Chinois, c'est cultiver le champ du voisin. » Ça, c'est clair. J'ai vu l'image, j'avais l'image devant moi. Expliquez-nous tout. Ouais. Ben, en fait, ce qui se passe, c'est que pour l'Inde, ou pour la Chine aussi d'ailleurs, quand la fille, traditionnellement, quand la fille se marie, en fait, elle change de famille. Parce que c'est pas une famille nucléaire comme chez nous. La tradition en Asie, c'était aussi le cas au Japon, etc. C'est vraiment un clan. Donc, vous rentrez dans un autre clan, vous changez de nom, vous êtes même enterré avec les gens de votre nouveau clan. Donc, vous quittez. Et il y a plein de films qui racontent ça très bien, qui vous racontent, parfois c'est déchirant, parce qu'il y a des mariages très tôt avec des petites jeunes filles de la campagne indienne, par exemple, qui se retrouvent très loin et parfois maltraitées. Enfin, on pourrait parler de ça aussi, de toutes ces questions-là. Donc, en fait, les deux phrases, pourquoi ? Parce que ça veut dire, en gros, à quoi ça sert de trop investir traditionnellement sur une fille, puisque de toute façon, ensuite, vous investissez et après, c'est la famille d'à côté qui en profite. D'accord. Alors, simplement, le système est différent, parce que dans le cas, et c'est encore tout à fait vrai en Inde, dans le cas de l'Inde, en fait, une fille, il faut avoir une dot. Et non seulement ça ne diminue, c'est interdit théoriquement depuis 1961, en fait ça ne fait qu'augmenter et ça va même dans des familles qui ne sont plus du tout hindouistes. En fait, la dot c'est un vrai problème en Inde parce que quand vous avez une fille, pour qu'elle, la famille du fils s'attend à ce qu'il y ait une dot, c'est-à-dire des bijoux, un frigo, une moto. Ça dépend. Alors plus vous êtes riche, plus la dot est élevée, etc. Donc en fait, très concrètement, si vous avez 3 filles, par exemple, et pas de garçons, il faut prévoir votre capital et votre patrimoine. C'est pire que de payer des études aux États-Unis à vos enfants, quoi. Donc je plaisante, mais c'est un énorme problème et parfois ça aboutit en Inde à des crimes. C'est-à-dire que si la dot n'est pas suffisante, il y a 8000 cas par an de ce qu'on appelle les kitchen accidents, c'est-à-dire des jeunes filles qui sont exécutées dans leur cuisine, brûlées vives, pour que on puisse, parce qu'elles n'ont pas donné une dot suffisante, et pour pouvoir que le fils se remarie et récupère un deuxième frigo, une deuxième moto, j'en sais rien. Donc c'est un vrai problème, c'est un énorme problème. Donc le fait, qu'elle ait fait des études, donc elle apporte une dot autre que des bijoux et de l'argent, ça ne compte pas du tout. C'est pas une valeur ajoutée. Au moment des négociations de mariage, non. Au moment d'une négociation. Je ne veux pas dire que la dot, il y a certainement des cas où la dot est assez symbolique. Elle est théoriquement interdite, mais c'est encore une pratique extrêmement répandue. Alors, dans le cas de la Chine, c'est un peu différent. Traditionnellement, en Chine, les rites funéraires, y compris les rites funéraires, je dirais, traditionnels chinois, c'est-à-dire pas spécialement bouddhistes ou autres, c'est quand même le fils qui les fait. Quand si vous mourrez, c'est votre fils qui fait les rites funéraires. De ne pas avoir de fils, c'est un vrai problème traditionnellement. Et donc, c'est vrai que ça coûte. Et c'est un des trucs qui a été très, très dur. Et pour les Chinois, c'est de ne plus avoir de fils s'ils avaient une première fille. Alors, c'est pour ça, d'ailleurs, que, je ne sais pas si vous vous souvenez, au moment de l'enfant unique, si vous étiez rural, si quelqu'un qui vient de la statut de rural, eh bien, il avait le droit, s'il avait une première enfant qui était une fille, d'avoir un deuxième enfant et d'essayer d'avoir un garçon. Parce que ça, c'était vraiment quelque chose de tellement fort traditionnellement que c'était difficile de rompre avec ça. Et donc, l'idée d'avoir une fille, ça, traditionnellement, en Chine... alors, c'est vrai que ça reste... c'est des cultures où il reste un prédominant masculin, ça c'est clair. Hein, donc, voilà. Mais il n'y a pas ce problème de dot. D'accord. Ce que vous constatez quand même dans votre livre « Être femme en Asie », c'est que l'éducation est le domaine où les filles gagnent le plus de terrain en Asie, en Chine également. Ah oui. Elles réussissent mieux d'ailleurs à l'université que les garçons. Et donc il y a eu une histoire de quotas, on l'a pas dit, mais il semblerait qu'il y ait un quota pour faire la place aux garçons, c'est ça? Oui, parce qu'elles sont trop bonnes au KO, elles remportent tout. Et on le sait, mais c'est pas que dans le monde entier, il y a un phénomène, les filles sont suradaptées à l'école par rapport aux garçons. Et 2, ça c'est partout dans le monde. Et 2, les filles, si vous voulez, les garçons sont plus amenés à travailler jeunes que les filles parce que il y a des métiers qu'on commence assez tôt. Et donc il y a plusieurs raisons pour ça. Et alors ça a été quand même une de mes grandes surprises. Non pas qu'il y ait eu des progrès énormes, ça non. Mais que là de mémoire, je ne suis pas sûre de pouvoir tous vous les citer par cœur et de ne pas faire d'erreur. En tout cas, il y a au moins 6 pays d'Asie dans lesquels, en secondaire, il y a plus de filles que de garçons qui sont enrôlés à l'école.
Donc, c'est pas du tout un phénomène. Il y a la Mongolie, voilà, il y a un certain nombre de pays. Et si vous prenez un pays comme les Philippines, dans toutes les catégories, il y a plus de filles au primaire, en secondaire et aussi à l'université. Et dans plusieurs pays aussi, dans tout ce qui est formation professionnelle, les filles sont devant les garçons. Et donc ça, c'est vraiment la grande réussite, y compris alors bien sûr en Chine. Moi, je me souviens dans les années 80, le problème de l'éducation des petites filles à la campagne, c'était un problème dramatique. La Chine a fait un très gros effort de multiplier quand même les écoles, de les rendre plus près, de faciliter les choses. Et puis il y a eu ce phénomène des enfants uniques où les gens avaient des filles et ils ont donc investi sur leurs filles. Et je crois qu'aujourd'hui, on est dans un système à peu près, en Chine, je crois, il est assez égalitaire. Maintenant, le problème d'une égalité entre les hommes et les femmes, ça vient beaucoup plus au niveau du travail. Et puis, on en reparlera de la politique, etc. Le pouvoir, il est aux mains des hommes. Le pouvoir d'encadrement et le pouvoir politique encore plus est aux mains des hommes. Ça, on pourra revenir dessus. Dans le reste de l'Asie, il y a des choses assez amusantes. Il y a des pays, alors il y a des pays comme le Japon, où alors à contrario, les filles font pas mal d'études, se débrouillent bien. Mais alors après, au travail, c'est plus personne. C'est-à-dire que les filles... Donc elles restent femmes au foyer. Elles restent femmes, alors qu'elles ont fait des études supérieures. D'accord. Et c'est de leur choix ou c'est quand même le fait de se marier qui fait que... Vous savez, dans la tête d'une japonaise, pouvoir concilier monter une famille et du travail, c'est très compliqué. Et puis, on ne lui rend pas les choses faciles. D'accord. Malgré tout, les politiques de Abe, les women economics, etc., ça ne marche pas pour à la fois un mélange de mentalité. Et je vais vous raconter une anecdote. Il se trouve que moi, j'ai un jeune frère, qui est marié avec une japonaise, qui a 3 enfants et qui est cadre supérieur en informatique dans une grande société japonaise à Kyoto. Eh bien, mon frère étant français, il l'a poussée parce qu'elle, spontanément, alors que c'est une fille très brillante, très bosseuse, à un moment donné, elle se dit, c'est pas possible, je peux pas faire des enfants et travailler. Elle a continué. Simplement, elle a eu beaucoup de problèmes parce que elle était très bonne, mais néanmoins, il y a eu un moment où c'était les garçons qu'elle avait aidés à grandir dans l'entreprise qui sont passés devant. Et il n'y avait rien à faire. D'accord. Et si vous regardez les statistiques de façon plus générale, ils sont dans mon livre et ailleurs, c'est que le Japon est vraiment lanterne rouge avec la Corée pour ce qui est de donner des postes de cadre aux femmes. C'est ridicule. Et disons que si on est à 20-25% dans le reste de l'Asie, les entreprises japonaises, elles sont à 7%. Elles ont énormément de mal. D'ailleurs, dans votre ouvrage, page 17, j'ai quand même lu une bonne partie de votre ouvrage qui m'a beaucoup intéressée. Donc, vous parlez de 47% de féminisation des cadres aux Philippines. Oui. Donc là, c'est l'opposé. Enfin, c'est l'exemple un peu de l'autre côté. Devant les États-Unis, 43%, Norvège, 36%, France, 32%. Oui. Donc, alors, c'est vrai qu'aux Philippines, comme je vous disais, elles sont devant les garçons sur tous les à tous les niveaux d'éducation et elles ont aussi du pouvoir, un certain pouvoir politique, même si c'est des filles Cory Aquino, etc. Donc Gloria Macapagal. Donc si vous voulez, les femmes ont un certain pouvoir. Mais c'est très paradoxal les Philippines parce que d'un certain point de vue, elles sont cadres. Et il faut savoir que si vous voulez, autant il y a énormément de pays maintenant en Asie où il y a plus de femmes professionnelles au sens d'avoir un job qualifié que d'hommes. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment en train de rentrer. Par contre, sur le poste d'encadrement, il n'y a que les Philippines. Tout le reste ailleurs, c'est pas comme ça. Et les Philippines, en même temps, il y a ça. Comment vous l'expliquez? Et en même temps, oui. Je l'explique parce que parce que je risque de tomber dans des clichés. Ce que je comprends pas bien, c'est que en même temps, on a beaucoup de violence, beaucoup de prostitution, et c'est le seul pays avec le Vatican où le divorce est interdit. Donc c'est bien voir que la situation des femmes, c'est très paradoxal. Mais je pense que c'est le fait que les femmes sont plus bosseuses, plus accros, plus prennent leurs responsabilités. Je veux pas après dire pourquoi, parce que moi j'ai pas assez vécu aux Philippines. Oui. Je l'observe je l'observe. Ouais. Et en plus il se trouve que il y a toutes ces femmes qui partent travailler et qui sont souvent très qualifiées et qui partent faire les bonnes ou les infirmières ou d'ailleurs aussi, oui, etc. On les parle comptables, souvent des Philippines, qui peuvent être aussi bien domestiques qu'elles peuvent aussi être infirmières, etc. Et c'est des filles qui sont bilingues en général, qui sont compétentes, qualifiées, mais qui gagneraient aux Philippines 5 fois moins que caissière aux Philippines ou comptable aux Philippines, 5 fois moins que femme de ménage à Singapour. Donc c'est aussi, elle ramène beaucoup d'argent. Donc c'est une vraie question.
Alors, héritage du communisme, les femmes travaillent toujours beaucoup en Chine. Pourtant, même celles qui gagnent plus que leur mari, par exemple à Pékin, font quand même plus le ménage que leur mari. Ça reste. Enfin, c'est pas forcément qu'en Chine. Exactement. Voilà. J'allais dire, hein. Voilà. Même si on gagne plus que son mari, on continue à faire cette double journée. La double journée, c'est cette universel, fameuse charge mentale. La charge mentale. Je crois que je ne suis pas une experte, mais il me semble que dans les pays du Nord, Suède, Norvège, etc., c'est un peu différent. Et ils se débrouillent mieux. Ils se débrouillent mieux. Elles se débrouillent mieux. Mais je dirais que... Alors, un bémol pour la Chine. Dans le cas de la Chine, ce qui est assez intéressant, c'est que le fait qu'il y a eu comme ça, il y a quand même, je suis désolée de le dire à cette antenne, mais il y a comme une inégalité sociale qui a tendance à augmenter en Chine. Et il y a quand même tout un tas de haïs, comme on dit, qui sont pas forcément des gens de la famille, qui peuvent être des gens de la famille, mais qui peuvent être aussi souvent des cousines pauvres ou des gens de la campagne, qui viennent travailler et que donc, en fait, qui fait vraiment le ménage et garde les enfants, on va dire dans les upper class. Et il y en a quand même de plus en plus des Chinois qui sont aisés, très aisés. Là, c'est ni la femme ni l'homme. C'est la femme de ménage. Il y a plus de domestiques aujourd'hui en Chine qu'il y en a en France. Si vous voulez, le niveau de luxe de la vie d'un bourgeois moyen. Et là, quand on parle en Chine, c'est en centaines, en dizaines de millions au moins. C'est pas, je parle pas des hyper riches là. Je parle des gens qui ont le même statut que moi, c'est-à-dire qui sont, qui sont des gens aisés, mais pas, plus. Voilà, classe moyenne supérieure. Il y en a beaucoup maintenant. Hein. Donc ça, c'est une chose importante. Et par contre, ce qui est très triste en Chine, je me permets de le dire à cette antenne, mais c'est vrai, c'est les enfants laissés pour compte. C'est-à-dire que toutes ces personnes qui viennent travailler, migrants, leurs enfants, on le sait bien, c'est les grands-parents. Alors, au mieux, c'est les grands-parents qui s'en occupent. Et au pire, on se demande qui c'est. Oui, parce que les parents viennent travailler en ville pour gagner plus. Donc, effectivement, les enfants restent à la campagne avec les grands-parents. Ou, bon, peut-être pas les grands-parents, mais effectivement, c'est un phénomène. Et moi, je l'ai observé de visu, parce que j'ai fait un livre sur le Huizhou. J'ai adoré faire ce livre d'enquête dans une région fantastique, des marchands lettrés, dans le Huizhou, dans Anhui. Et j'ai eu des tas d'amis chinois, là, vraiment toutes sortes de milieux, des paysans, etc. Et j'ai observé de mes propres yeux comment dans cette petite région magnifique, avec des maisons splendides, mais qui est une région rurale, et au départ pauvre, maintenant, elle s'est enrichie avec le tourisme. Mais, eh bien, en fait, on ne voyait plus que des vieux et des enfants. Donc c'est vrai que voilà, c'est qui s'occupe des enfants aussi, c'est intéressant. Par exemple en Chine, c'est que de fait, les grands-parents étant à la retraite très tôt, et surtout les grands-mères, eh bien, et finalement en ville, les gens faisant leurs enfants tard, au fond, les enfants sont pas mal pris en charge par les grands-parents, et ça permet aux femmes de faire des carrières. Oui, tout à fait. D'ailleurs, ça, je l'ai vu quand j'y étais il y a peu, où ces grands-mères sont encore assez jeunes, enfin relativement, et s'occupent super bien de leurs petits-enfants. Une pause musicale. Juste avant de retrouver Anne Garrigue pour parler des femmes en politique sur LCF. C'est juste après Made in India, Alisha Chainai sur LCF.